pour vous redonner un petit peu des éléments de contexte de la création et de la raison d'être de l'association. Vous avez peut-être entendu récemment le chiffre de la Fondation Abbé Pierre de 300 000 personnes sans domicile en France, qui montre quand même une augmentation de 50% par rapport à 2012. Ce dont souffrent ces personnes sans domicile, au-delà bien sûr des conditions matérielles précaires, c'est du rejet des passants. Vous avez un chiffre là qu'on utilise beaucoup, 83% des personnes souffrent du rejet des passants. Et paradoxalement, presque, en face, on a beaucoup de citoyens qui ont envie d'agir, de lutter contre l'exclusion des personnes sans domicile, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. C'est aussi sur ces constats-là que l'association s'est créée, pour essayer en fait de raccrocher les deux wagons, parce que ce qui manque entre cet isolement d'un côté et cette envie d'agir de l'autre, ce qui manque dans nos villes, dans nos quartiers, c'est le lien social, le changement de regard sur soi, sur les autres, sur le monde de la rue en général. C'est finalement aussi important que l'aide matérielle. Une autre chose dans laquelle on croit énormément, c'est le faire ensemble. C'est l'idée qu'en fait, pour construire ces villes plus inclusives où tout le monde a sa place, où chacun peut prendre la parole, chacun peut agir à son échelle, pour nous, c'est fondamental que les personnes qui sont directement concernées par ces sujets-là puissent faire partie de cette construction et construire en fait eux-mêmes la ville de demain. Comment on essaye de favoriser le lien social, ça va passer par trois programmes qui sont donc le premier, c'est le Carillon. Vous le voyez en haut, c'est donc ce qui est écrit, c'est un réseau de commerçants solidaires. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y a environ 450 commerçants qui vont quotidiennement offrir des services pour améliorer le quotidien des personnes à la rue. Et puis, certains commerçants vont aussi un peu plus loin et vont offrir des produits. Et puis, en fait, on fait aussi participer donc, les citoyens. Donc, il y a le commerçant, mais il y a aussi le client qui va devenir un peu un consommateur-acteur et qui va pouvoir, en fait, prépayer un produit. Donc, vous pouvez aller dans un commerçant solidaire, prépayer un café à un prix solidaire et ce dernier sera redistribué à une personne sans domicile. Et il y a aussi encore donc, un autre programme, les clochettes, des initiatives urbaines inclusives. Donc on travaille avec peut-être une dizaine de jardins partagés dans Paris qui donc vont rendre leur activité, donc généralement des activités de jardinage, les rendre inclusives, donc faire participer, faire ensemble avec les personnes sans domicile. Et le dernier de nos programmes, donc c'est la cloche à biscuits. C'est une biscuiterie d'insertion professionnelle qui est donc présente à Paris via un dispositif qui s'appelle le DPH, dispositif Premières Heures, et qui va aider donc les personnes ayant connu la rue ou encore à la rue à pouvoir faire un premier pas dans le monde du travail. Et puis à côté de tout ça, l'idée étant toujours de pouvoir recréer des liens sociaux. On a des activités comme la chorale, le théâtre, on a des ateliers de philosophie. On donne aussi la parole donc aux personnes de la rue via des médias comme notre radio qui est une fois par mois. Et puis, on a aussi une gazette, une soupe impopulaire, voilà, plein d'activités. Tout le monde peut venir participer à nos activités, voilà, les personnes avec et sans domicile. Donc, on a 9 antennes de la cloche aujourd'hui. Et puis, vous avez en dessous le petit franchise sociale du Carillon porté par une association locale partenaire. Puisqu'en fait, donc, le projet du Carillon, dès ses débuts, il avait cette vocation à ce qu'il soit pas... qu'il soit le plus réplicable possible et que d'autres personnes puissent aussi s'en emparer. Et c'est ce qui se fait avec, donc là, on a par exemple Saint-Nazaire, Angers et Nice qui sont montrés sur la carte, qui sont du coup des associations locales implantées dans les territoires. On les accompagne pour qu'elles puissent développer ce programme-là. Et vous avez un petit exemple de liste du coup solidaire, à quoi peut ressembler une liste de commerçants du Carillon. Il y a quelques éléments quantitatifs qui vont rentrer en jeu, le nombre de, tout bête, mais le nombre de commerçants qui s'engagent sur le territoire, le nombre de services qui sont rendus, pareil, le nombre d'événements organisés, le nombre de personnes qui y participent, le nombre de formations qu'on peut faire auprès du grand public, voilà. Après, on se base aussi énormément sur, en effet, des témoignages, des verbatims. Enfin, en fait, on essaie de récolter comme ça des phrases que des gens peuvent nous dire pendant un atelier, pendant une activité, un événement, peuvent dire à des commerçants, ce que des commerçants aussi peuvent nous dire. Parce que finalement, c'est ça le plus important un petit peu, c'est ce qui en ressort pour chaque personne. Est-ce qu'il y a finalement des personnes qui sont sorties, entre guillemets, de la précarité ? Alors, oui, sûrement, mais en fait, c'est pas vraiment notre objectif. On est persuadé que le lien social, le fait d'avoir des personnes qui se préoccupent de soi, de nous, qui nous demandent de nos nouvelles, etc., en fait, c'est ce qui
peut jouer. Et on a cette phrase que quelqu'un nous avait dit, qu'on ressort beaucoup, du coup, de à quoi bon s'en sortir si personne prend de mes nouvelles et si personne s'en préoccupe. On agit en complémentarité de tous les autres acteurs qui, eux, vont agir sur l'hébergement, sur l'aide alimentaire, sur l'accompagnement social, l'accès aux droits, les papiers, enfin plein de choses. Et toutes ces petites briques, en effet, peuvent faire que des personnes peut-être sortent de la précarité, mais en tout cas, déjà, si elles reprennent goût à leur vie, pour nous, c'est déjà... si elles reprennent confiance en elles et dignité, estime de soi. Un autre truc, c'est que l'impact aussi, pour nous, elle se joue aussi sur notre société. Et c'est là où c'est très, très dur aussi à mesurer. Mais c'est pas qu'un impact sur les personnes, c'est aussi un impact sur nous, sur notre société, comment on s'organise en tant que société, comment on se flexibilise pour s'adapter aux personnes et pas faire que les personnes rentrent dans un moule. À l'asso, quand on veut faire un événement, faire une action, lancer une activité, et qu'on veut pas, voilà, on fait pas pour, mais avec les personnes sans domicile, et c'est elles les concernées, et c'est elles qu'on va demander en fait. Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que c'est un besoin qui émane du terrain? Et essayer la première réunion pour parler de ça, elle se fera avec les personnes sans domicile. Et à chaque fois qu'on a une idée, en fait, on se demande si vraiment c'est notre idée ou est-ce que c'est un besoin du terrain. Il y a un petit peu de choses. Je pense qu'en effet, tout simplement, avoir l'occasion, par nos activités, nos événements, mais aussi juste en parlant en bas de chez soi à quelqu'un qui est à la rue en bas de chez soi, on peut assez facilement changer son regard et en fait se rendre compte de plein de choses. Après, je pense aussi que, mais comme pour tout, en fait, se renseigner sur les vrais chiffres. Et c'est là, en fait, où on peut déconstruire pas mal de choses. Et puis, pour ce que nous ont appris les gens de la rue, je pense que c'est très personnel. Je ne sais pas si on peut former comme ça une catégorie en disant les gens de la rue nous apprennent ça, parce qu'en fait, encore une fois, chaque personne a son histoire, a son passé, son futur, ses raisons d'être à la rue, de ne plus y être, d'y rester ou pas, enfin voilà. Donc c'est très varié. Donc en fait, elles nous apprennent des choses comme en fait n'importe quelle personne qu'on peut rencontrer dans notre vie nous apporte quelque chose et nous apprend quelque chose. À titre vraiment personnel, je sais pas si ça a changé, mais ça a accentué en tout cas cette idée d'interroger un petit peu c'est quoi une norme, c'est quoi un moule aujourd'hui, c'est quoi une société inclusive, c'est quoi une société pas inclusive. Donc c'est plus sur ça, moi je sais que ça m'a beaucoup questionnée et que ma manière de voir le monde et de changer aussi mon regard sur plein d'autres choses en fait et pas seulement sur la précarité. Depuis peu, on a lancé dans le 13e arrondissement un atelier café philosophie entre femmes. Et les belles histoires, c'est juste de pouvoir remarquer que donc, les femmes qui y participent, je crois qu'on n'en est qu'au 8e atelier, mais de voir à quel point ce moment entre femmes, où en réalité, oui, alors on fait de la philosophie, mais on discute surtout, on parle, et c'est vraiment un moment où on ressent le besoin qu'elles ont de s'exprimer. Parce que parfois, le monde de la rue est encore plus difficile quand on est une femme, et d'avoir un espace pour elles, vraiment où on est un peu dans l'intimité. On a des personnes qui nous disent que grâce à ça, elles ont un peu repris confiance en elles. Puis il y en a qui s'améliorent aussi en français, ça leur permet de discuter en français parce qu'elles apprennent le français. Et puis voilà, tout simplement avoir un moment où elles se sentent bien. Une anecdote que je raconte pas mal, qui est très symptomatique du changement de regard. Je déménageais en fait à ce moment-là et je n'osais pas dire que je déménageais parce que chacun me disait alors ça fait quoi ce week-end et tout, et je n'osais pas dire que je déménageais parce que ça me semblait très maladroit de me plaindre de c'est chiant de déménager auprès de personnes sans abri, et ils ont fini par s'en rendre compte et à se moquer de moi complètement parce que ça leur paraissait complètement absurde, et puis ça n'avait en fait rien à faire que je déménage, chacun vit sa vie quoi. Et donc c'était très marrant et c'était un des premiers moments, mais ça date un peu, mais de gros changements de regard. Et on se met nous-mêmes en fait des barrières et en fait c'est pas du tout la peine.